Alors aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'un homme dont la vie a été comme un éclair. Imaginez, 4 petites années. C'est tout ce qu'il a eu pour essayer de transformer un pays entier, pour devenir l'espoir de tout un continent. Et pourtant, des décennies plus tard, sa trace est toujours là, bien vivante. C'est l'histoire du combat de Thomas Sankara. Le Che Guevara africain. C'est comme ça qu'on l'appelait. Et c'est un surnom qui pèse lourd, qui évoque tout de suite la révolution, le combat, le sacrifice. Mais voilà, derrière ce mythe, derrière cette image, qui était vraiment Thomas Sankara? Qu'est-ce qu'il faisait avancer? C'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour vraiment saisir le personnage de Sankara, il faut garder ces 3 mots en tête. Justice sociale, intégrité, unité. Pour lui, c'était pas juste des mots, non, c'était un tout. Pensez-y, pas de justice pour le peuple si les dirigeants ne sont pas intègres, et pas de vraie libération sans l'unité de tout le continent. Tout était lié. Ce n'était pas de simples slogans, c'était carrément son plan de match. Alors, pour comprendre le révolutionnaire, il faut d'abord revenir en arrière à sa jeunesse. Tout commence là. Son histoire, elle débute dans un pays qui, à l'époque, n'était pas vraiment le sien, sous un drapeau qui n'était pas le sien. Et c'est ce contexte bien particulier qui va tout façonner. On est donc en 1949. Thomas Sankara naît en Haute-Volta, qui est alors une colonie française. Il grandit donc en plein système colonial. Il voit les injustices au quotidien. Et très vite, on remarque chez lui une intelligence vive et surtout une vraie passion pour l'histoire. C'est comme s'il cherchait déjà dans le passé des clés pour comprendre le présent et pour changer l'avenir de son peuple. Et puis, il y a un moment clé, un vrai tournant dans sa vie. Ça se passe loin de chez lui, à Madagascar, où il est envoyé pour sa formation militaire. Et là-bas, il n'apprend pas que le maniement des armes. Pas du tout. Il découvre des idées qui vont tout changer pour lui. Le marxisme, qui lui donne une grille de lecture pour analyser l'oppression, et surtout le panafricanisme. C'est vraiment là que le soldat commence à se transformer en révolutionnaire. Le panafricanisme, c'est un mot qu'on entend souvent, mais c'est important de bien comprendre ce que ça signifie, surtout pour Sankara. Ce n'est pas juste une belle idée en l'air, non, c'est un projet politique concret. L'idée, c'est que l'Afrique entière s'unisse, devienne solidaire et prenne enfin son destin en main, sans domination extérieure. Pour Sankara, c'était limpide. Libérer son pays, la Haute-Volta, oui, mais ça n'avait de sens que si c'était une première étape. L'objectif final, c'était la libération de toute l'Afrique. Bon, vous imaginez bien qu'avec de telles convictions, son retour au pays ne va pas passer inaperçu. Forcément, ça va faire des étincelles, son ascension va être absolument fulgurante, aussi rapide que sa rupture avec le système de l'époque. Regardez un peu cette chronologie, c'est incroyable. À chaque poste, son intégrité le met en porte-à-faux avec le pouvoir. Secrétaire d'État, il démissionne pour dénoncer la corruption. Premier ministre, son discours anti-impérialiste dérange, on le met en prison. Mais ce qui est fou, c'est que chaque fois que le système essaie de le faire taire, sa popularité explose, c'est l'effet inverse. Jusqu'à ce fameux 4 août 1983, où c'est le soutien populaire qui le porte au pouvoir. Il n'a que 33 ans. Et c'est là que tout s'accélère. On entre dans le chapitre le plus connu, le plus intense de sa vie, la révolution des hommes intègres. 4 ans. Il a 4 ans devant lui pour tenter de tout changer, de transformer radicalement son pays. Son tout premier geste est d'une puissance symbolique incroyable. Ce n'est pas juste un changement de nom sur une carte, c'est beaucoup plus que ça. Il prend le nom Haute-Volta, un nom hérité de la colonisation, et il le jette à la poubelle. À la place, il proclame le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. C'est une rupture nette avec le passé. C'est une déclaration au monde entier. Une nouvelle ère commence, maintenant. Et là, attention, les réformes s'enchaînent à une vitesse folle. Mais si on regarde bien, il y a une logique derrière tout ça. Tout est connecté. Rendre les terres aux paysans, lutter contre la corruption, émanciper les femmes, lancer des campagnes de vaccination et d'alphabétisation. Toutes ces actions, elles pointent vers un seul et même but, l'autosuffisance. Devenir autonome pour ne plus dépendre de l'aide internationale qu'il voyait comme une nouvelle forme de colonialisme. C'était ça l'objectif final. Écoutez bien cette phrase. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. C'est percutant, ça résume toute sa pensée. En gros, il disait à son peuple, la liberté, la dignité, ça ne se demande pas, ça se prend. Relevez-vous, devenez les acteurs de votre propre destin, n'attendez personne. C'est ça le cœur de sa vision, l'autodétermination. Évidemment, une révolution menée à un rythme pareil, ça ne plaît pas à tout le monde, hein. Loin de là. Ça crée des ennemis puissants à l'extérieur, comme les anciennes puissances coloniales, des ennemis à l'intérieur, parmi les élites qui voient leurs privilèges menacés, et le plus terrible, des ennemis au sein même de son entourage le plus proche. Regardez ces 2 dates, 4 août 1983, 15 octobre 1987.
C'est tout. 4 ans. 4 petites années entre le début d'un espoir immense et sa fin brutale. Quand on pense à tout ce qui a été tenté, à tout ce qui a été fait en si peu de temps, ça donne le vertige. 37 ans, c'est l'âge qu'il avait. Un âge où, pour beaucoup, une carrière politique ne fait que commencer. Son assassinat, ce n'est pas seulement la fin d'une vie. C'est un potentiel immense qui a été fauché en plein vol. Un potentiel pour son pays, bien sûr, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Et le coup de grâce le plus dur vient de l'intérieur. Il est assassiné pendant un coup d'État mené par son ami, son compagnon de route, Blaise Compaoré. C'est la trahison ultime, celle qui met un point final et sanglant à la révolution des hommes intègres. Alors on pourrait penser que l'histoire s'arrête là, sur cette tragédie. Mais en fait, pas du tout. Parce que si on a réussi à tuer l'homme, ses idées, elles, ont commencé un voyage bien plus long. On peut tuer un homme, mais pas ses idées. Cette phrase, souvent attribuée à Sankara, est devenue presque prophétique. En l'assassinant, ses ennemis l'ont transformé en martyr. Et ils ont rendu ses idées immortelles. C'est à ce moment-là, paradoxalement, que son véritable héritage commence à se construire. Parce qu'aujourd'hui, le nom de Sankara, c'est bien plus qu'une page dans un livre d'histoire. C'est devenu un véritable symbole. Le symbole qu'un autre type de politique est possible. Un leadership intègre, courageux, vraiment au service des gens. Il est une icône du panafricanisme. Et il continue d'inspirer des tas de jeunes sur tout le continent qui, comme lui, rêvent d'une Afrique enfin maîtresse de son destin. Du coup, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est est-ce que le combat de Sankara est terminé? Est-ce que son rêve de dignité, de justice, d'unité africaine, c'est juste une belle histoire du passé? Ou est-ce que c'est un combat qui se poursuit encore aujourd'hui à travers tous ceux et toutes celles qui, sur le continent, se battent pour un avenir différent? Son histoire, au fond, nous rappelle que ce combat pour la dignité, ce n'est pas l'affaire d'un seul homme, mais bien celle de tout un peuple, de tout un continent. C'est un relais qui se passe de génération en génération.